Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons nous intéresser à la question de l'écriture collective telle qu'elle a été pratiquée à Coppet. Cette écriture collective, c'est un fait qui s'est manifesté sous différentes formes, qui a fait l'objet de plusieurs études de cas révélateurs, mais qui n'a été au fond que rarement analysé en soi, en considération des différentes implications qui peuvent découler de tel ou tel constat de fait. Car il faut immédiatement rappeler que la question de l'identité, du statut et même de la consistance d'un auteur est une question particulièrement complexe. La théorie littéraire contemporaine la considère sous la notion d'autorialité, en s'interrogeant sur les différents aspects de la relation entre un sujet créateur, l'objet créé, et l'usage que font de ce dernier les lectrices et les lecteurs. Dans cette perspective, il peut être admis qu'en réalité, tout auteur, et indépendamment de savoir s'il en est conscient ou non, tout auteur est un auteur collectif, un réécrivain plus qu'un écrivain, le porte-voix d'un texte en relation, pour ainsi dire, ontologique, avec d'autres textes produits par d'autres auteurs. Au surplus, ces textes s'enrichissent de résonances, de significations nouvelles que leur découvrent celles et ceux qui les lisent et qui en deviennent ainsi en quelque sorte des co-auteurs. Pourtant, même si la théorie peut facilement nous convaincre de ceci, que toute écriture, en tout lieu et en tout temps, comporte une dimension collective, chaque objet particulier permet de discerner dans cette vérité générale elle-même des modalités propres. Si toute écriture a quelque chose de collectif, ce n'est pas forcément sous le même rapport, de la même façon, ni avec les mêmes conséquences. Et bien sûr, c'est à plus forte raison que cette particularité mérite un examen quand il s'agit d'un milieu d'écrivains qui se sont mis ensemble pour penser, produire et discuter leurs œuvres, comme ce fut le cas à Coppet, où l'écriture collective, avant toute considération théorique, se révèle d'abord dans une réalité, et une réalité documentée. L'étiquette de groupe a été déposée par l'histoire de la culture sur toute une série de communautés créatives. Le groupe de Weimar, le groupe de Médan, le groupe des Nabis, le groupe des Six, le groupe des Sept, etc. Dans certains cas, ces communautés se sont constituées elles-mêmes en groupe. Dans d'autres, l'étiquette leur a été attribuée a posteriori. Et telle est, on le sait, la situation du groupe de Coppet. Mais on sait tout aussi bien qu'il y avait de bonnes raisons d'attribuer la dénomination de groupe à l'entourage de Germaine de Staël et que ces raisons sont multiples. Des raisons humaines d'abord, vécues dans des relations de solidarité, d'amitié et parfois d'amour, avec bien sûr les risques d'instabilité et de dégradation qui menacent toujours les relations de cet ordre. Des raisons politiques, qui ont fait de ce lieu de périphérie un lieu de retrait ou de retraite, puis un centre de possible résistance. Des raisons géographiques. Coppet offrant cet atout particulier des lieux carrefours,
qui sont aussi des lieux de convergence. Des raisons historiques, puisque la notion de carrefour peut être appliquée tout aussi bien à l'espace qu'au temps. En l'occurrence, ce fameux Zwischenzeit, qui a été vécu et pensé de façon particulièrement précoce et intense à Coppet. On connaît ce fameux mot de Benjamin Constant, prononcé en 1797. Nous sommes aujourd'hui entre des vieillards dans l'enfance et des enfants mal élevés. Des raisons de culture sociale encore. Le Coppet de Germaine de Staël ayant hérité du modèle de sociabilité des salons des générations précédentes, avec naturellement en premier lieu l'exemple remarquable du salon de Suzanne Necker, tout en renouvelant assez fondamentalement ce modèle. Des raisons de pratiques scripturaires, enfin, pratiques multiples et diverses, qui ne se limitent pas, nous le verrons, aux gestes d'écriture accomplis singulièrement ou collectivement par les acteurs de Coppet. Car une écriture collective ne se révèle pas seulement en fonction des conditions de sa production, elle l'est aussi collective quand elle est perçue comme telle, reconnue, voire reconstituée comme telle. Dès lors, ce que je vous propose, c'est d'examiner d'abord quelques aspects de ce que l'on peut considérer comme des exemples d'écriture collective réellement pratiquée à Coppet, puis de nous arrêter sur un certain nombre de raisons qui nous poussent, nous, aujourd'hui, à reconnaître à Germaine de Staël et à ses amis une vocation particulièrement remarquable pour ce type de production. Cela peut se résumer à cette double question. De quoi parlons-nous et que faisons-nous quand nous postulons l'écriture collective comme une marque distinctive de Coppet? Voyons donc d'abord cette réalité du collectif et commençons par nous intéresser à la parole telle qu'elle surgit avant l'écriture. S'il y a un talent que tout le monde qui l'a côtoyé a toujours reconnu à Germaine de Staël, c'est celui de l'échange verbal, de la conversation. Ses interlocuteurs, elle les fascinait par la verve, l'énergie, l'ardeur de sa parole, mais elle savait en même temps les faire valoir. Autour d'elle, on devenait ensemble plus intelligents et plus éloquents. Il y a de nombreux témoignages qui rendent compte de cette réalité de Coppet où, comme le disait la comtesse de Boigne, causer était l'affaire de chacun. L'un des plus pénétrants de ces témoignages, sans surprise d'ailleurs, nous est livré par Benjamin Constant, dans l'un des articles nécrologiques qu'il a écrit en 1817 en hommage à son ami disparu. Et voici un passage de cet article. « Ce talent de conversation merveilleux, unique, ce talent que tous les pouvoirs qui ont médité l'injustice ont toujours redouté comme un adversaire et comme un juge, semblait alors ne lui avoir été donné que pour revêtir l'intimité d'une magie indéfinissable et pour remplacer dans la retraite la plus uniforme le mouvement vif et varié de la société la plus animée et la plus brillante. Même en s'éloignant d'elle, on était encore longtemps soutenu par le charme qu'elle avait répandu sur ce qui l'entourait. On croyait encore s'entretenir avec elle, on lui rapportait toutes les pensées que des objets nouveaux faisaient naître. Ses amis ajournaient, pour ainsi dire, une portion de leurs sentiments et de leurs idées jusqu'à l'époque où ils espéraient la retrouver. On ne saura jamais mesurer avec exactitude la part tenue par ces échanges oraux dans la formation des idées exposées ensuite par les uns et les autres dans leurs ouvrages. Mais on sait qu'elle est importante, cette part. Souvent, les œuvres en gestation ou en cours d'élaboration
était livrée à l'épreuve de la conversation, enrichie par elle. Le poète Chênedollé, qui était passé plusieurs fois à Coppet lors de son long séjour en Suisse dans les années 1797-99, décrira cela très bien après l'une de ses dernières visites, alors que son hôtesse travaillait à son ouvrage si important de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Ouvrage qui paraîtra, on le sait, en 1800 au juste. Et voici ce que raconte Chênedollé. Madame de Staël s'occupait alors de son ouvrage sur la littérature, dont elle faisait un chapitre tous les matins. Elle mettait sur le tapis, à dîner, ou le soir dans le salon, l'argument du chapitre qu'elle voulait traiter, vous provoquant à causer sur ce texte-là, le parlait elle-même dans une rapide improvisation, et le lendemain, le chapitre était écrit. C'est ainsi que presque tout le livre a été fait. On peut ajouter encore que les entretiens se poursuivront une fois le livre publié, comme en témoigne la correspondance de son auteur qui sollicite avec passablement d'insistance les opinions de ses amis. Un livre comme de la littérature, mais d'autres aussi, selon toute probabilité, doit donc beaucoup à l'entourage dans lequel il a été pensé, discuté et rédigé. Mais cela suffit-il pour affirmer sans précaution qu'il serait une œuvre collective? Pour ma part, j'en doute. Un autre cas, plus intrigant, permet de montrer que la question de savoir qui est l'auteur de tel texte peut s'avérer pertinente, ce qui ne signifie pas que la réponse soit facile à donner. C'est l'exemple de l'ouvrage de Germaine de Staël, des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République en France, écrit en 1798, inachevé, non publié par son auteur, édité pour la première fois en 1905 seulement. Or, il se trouve que dans les papiers de Benjamin Constant est conservée une copie partielle de cet ouvrage, un peu plus de la moitié des 400 pages du texte premier, avec un nombre important de corrections, reformulations, réaménagements apportés par Constant lui-même, probablement pour son usage personnel. Et il est vrai que bien des pages de cette copie par Constant du texte de Staël seront reversées dans plusieurs des grands textes politiques ultérieurs de Constant, comme les fragments d'un ouvrage abandonné ou les principes de politique. Qui a inspiré qui? Ou, si l'on veut être plus suspicieux, qui aurait profité de qui? La question perd de sa justesse si l'on se rappelle cette réalité de l'échange permanent qui caractérise Coppet, sans parler évidemment des relations entre les deux auteurs qui avaient atteint dans ces années-là leur degré d'intimité et de complicité le plus élevé. Rappelons d'ailleurs que dans des circonstances actuelles, on repère un bon nombre de passages qui ressemblent beaucoup à ce que Constant écrivait dans ses brochures politiques de 1796-97, comme des effets de la terreur ou bien des réactions politiques. Ces brochures qui ont lancé sa carrière de publiciste et de penseur politique à Paris. Il n'y a donc lieu de parler ni de larcin, ni de plagiat, ni même véritablement d'écriture en binôme, mais on voit clairement à travers cet exemple bien documenté, grâce aux travaux de Lucia Maccini et Roswitha Schatzer, qui se sont penchés sur ce dossier de façon très précise. On voit donc avec cet exemple comment circulent à Coppet non seulement les idées, mais aussi les écrits, qui sont toujours prêts à être reformulés ou réadaptés à un nouveau contexte de discours. Venons-en maintenant à ces textes qui peuvent être perçus en réseau. Ce constat
de reformulation, de réadaptation, on peut le fonder sur l'étude de cas précis. Mais il s'impose également à la lumière d'observations plus générales, en considérant les relations de thèmes et d'approches qui lient une grande partie des ouvrages publiés par les ténors du groupe à la césure des 2 siècles. Tous, bien sûr, ils sont, selon des perspectives et des affinités diverses, des héritiers des Lumières. Dès leur début aussi, ils ont pris l'habitude de dialoguer avec des œuvres tierces. Staël commence sa carrière dans les lettres en commentant l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Constant, lui, se fait la main en traduisant l'Inquiry on Political Justice de William Godwin, puis plus tard, il donnera un vaste commentaire de la Scienza della Legislazione du napolitain Gaetano Filangieri. Mais, à l'évidence, ils se nourrissent tout autant les uns des autres, abordent chacun à sa manière les mêmes grandes questions, partagent bon nombre des mêmes présupposés, et cette communauté de pensée va bien sûr se renforcer à mesure que deviendra plus manifeste et plus urgente la mission de résistance à une réalité politique qui s'étend avec brutalité sur le continent entier et où domine tout ce qu'il déteste. Le despotisme, l'uniformité, le formatage, l'asservissement de la pensée et des écrits, le cynisme et l'opportunisme qui tiennent lieu de morale, le mépris des aspirations spirituelles, l'instrumentalisation du mythe de la supériorité française. Constant appellera tout cela l'esprit de conquête et l'usurpation. Staël enrichira la panoplie des qualificatifs, notamment dans 10 années d'exil et dans les considérations sur la Révolution française. Et je dois dire qu'en cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon, je préférais m'abstenir de décliner tous ces noms d'oiseaux. Pour en venir plutôt à un nouvel exemple, un exemple italien. On pourrait citer plusieurs exemples de textes qui constituent ensemble des réseaux de thèmes, d'idées et de visées. En voici un, ni plus ni moins significatif que les autres, mais assez spectaculaire par son ampleur tout au moins. Les 16 volumes de l'histoire des républiques italiennes du Moyen-Âge de Sismondi. Quand cet opus commence à paraître en 1807, avec la sortie des 2 premiers volumes, Germaine de Staël publie justement Corinne ou l'Italie, peu après avoir fait elle-même le voyage d'Italie. Et Constant vient de donner la première version de ses principes de politique, où la question du républicanisme tient une place centrale, y compris dans sa dimension historique. 3 ans plus tôt, Bonstetten avait donné son voyage sur la scène des 6 derniers livres de l'Énéide, suivi de quelques observations sur le Latium moderne. À la sortie de ce livre de Bonstetten, comme elle le fera lorsque paraîtront les 2 premiers volumes de Sismondi, Germaine de Staël avait publié un compte-rendu très élogieux. À l'évidence, il y avait alors une sorte de complicité italienne qui s'était nouée à Coppet. Prosper de Barante le confirme avec une pointe d'ironie dans une lettre à Germaine de Staël du 15 mai 1807, où, en tout cas dans ce passage, il est principalement question de l'ouvrage de Sismondi. Et voici ce qu'écrit Barante. « Ce qui m'amuse, ce sont les phrases de Corinne et du livre de Benjamin qui viennent se fourrer tout à travers des républiques italiennes. » C'est-à-dire, bien sûr, de l'ouvrage de Sismondi. On se rappelle aussi que dans Corinne,
l'auteur avait tenu à rendre hommage au travail de son ami genevois en insérant une note explicative, à vrai dire procédé assez étonnant dans un roman. Cette note est la suivante. Ces faits, là il s'agit d'éléments de l'histoire italienne du Moyen-Âge, ces faits se trouvent dans l'histoire des républiques italiennes du Moyen-Âge par M. Simonde Genevois. Cette histoire sera certainement considérée comme une autorité. On ne s'étonne donc pas de constater que dans le compte-rendu des 2 premiers volumes de cet ouvrage, qu'elle donnera dans le Publiciste du 22 juin 1807, elle avouera une grande complicité de vues avec Sismondi. Quelques années plus tôt, comme je l'ai dit, Germaine de Staël avait rendu le même service à Bonstetten après la parution de son livre sur le Latium. Le compte-rendu qu'elle avait fait paraître déjà dans le Publiciste le 24 octobre 1804 était lui aussi très favorable. Mais il avait été écrit avant le premier voyage que son auteur allait faire en Italie quelques mois plus tard. Quand elle sera sur place, elle écrira à son ami bernois, donc à Bonstetten, « Mon Dieu, que votre livre est vrai. La campagne de Rome m'a frappé par le souvenir de votre livre. C'est de la description à l'objet que mon intérêt a procédé. » C'est de la description à l'objet que mon intérêt a procédé. Cette dernière phrase, qui peut paraître un peu sibylline, est très suggestive pour notre propos. Les livres de ses amis, disent les mots de Staël, ont préparé l'expérience de la réalité. Puis, le temps vient des échanges, des confidences et des rebondissements dans l'écriture. C'est une façon de qualifier cette fameuse écriture collective de Coppet, en rappelant qu'il ne s'agit jamais seulement d'écriture, mais aussi d'expérience humaine, en tant qu'elle est à la fois intellectuelle, physique, sensible et affective. Cette complicité entre Germaine de Staël et Sismondi, renforcée de surcroît par la lecture de Bonstetten, Simone Balayer l'a résumée dans ces termes bien parlants. Il est certain que l'accord d'idées est profond entre eux. L'un et l'autre croient à l'importance des institutions politiques pour former le caractère des peuples, à la nécessité d'institutions libres pour les conduire à la vertu et à la prospérité. Ils sont donc d'accord pour dater la décadence de l'Italie du moment où elle a perdu sa liberté. Ils sont d'accord aussi pour accuser les conquérants étrangers de la rabaisser. Et Simone Balayer d'ajouter encore la phrase qui importe finalement dans sa démonstration. Corinne fait bien écho aux entretiens du groupe de Coppet. Oui, tous ces livres se font écho. Ils portent les traces manifestes d'entretiens qui les ont précédés et qui les ont suivis. Ils résonnent ensemble plus amplement que chacun singulièrement, même si, de fait, ils arborent chacun le nom d'un seul auteur, et cela de façon tout à fait légitime. Puisqu'on parlait de l'Italie, élargissons un petit peu le spectre et parlons de l'Europe. Ce que l'on peut dire, même très sommairement à propos de l'Italie, pourrait être projeté de la même façon sur d'autres aires géographico-culturelles. De Necker à Auguste de Staël, en passant par la mère de celui-ci, et aussi par Benjamin Constant, par Pictet de Rochemont et les voisins genevois, on verrait se construire l'objet Angleterre comme laboratoire de la modernité politique européenne, terre de liberté et de prospérité, foyer de cette poétique sublime du Nord qui s'oppose aux clartés insouciantes du Sud, mais aussi, comme ne le montre que trop tristement l'intrigue de Corinne,
société prise dans l'extrême rigueur de l'étiquette et des convenances. On verrait aussi l'Allemagne, telle qu'a voulu la décrire exhaustivement Germaine de Staël dans De l'Allemagne, sous la double inspiration de ses voyages et des guides les plus avertis, August Schlegel, Charles de Villers, Benjamin Constant. L'Allemagne, pays de la variété par l'étendue et le morcellement, mais surtout, selon le mot de Germaine de Staël, patrie de la pensée, et foyer d'une littérature authentique, indépendante de ces modèles qui brident la création, comme c'est le cas en France, une littérature propre à toucher le lecteur au plus profond de son âme. Et si l'on ajoute les prospections scandinaves de Paul-Henri Mallet et de Bonstetten, ainsi que les rapports avec le Suédois Brinkmann et la Danoise Friederike Brun, si l'on ajoute encore les éclairages de Sismondi sur la péninsule ibérique, et qu'on prend aussi en compte la Pologne et la Russie, traversées lors de la fameuse fuite de 1812, mais aussi représentées dans les murs de Coppet par d'illustres visiteurs, on peut voir alors comment, grâce à l'apport des uns et des autres, se dessine une carte finement différenciée de l'Europe, à l'opposé, et même en opposition, au modèle uniforme qu'entendait imposer l'empereur des Français dans le même temps. Cette carte, pourrait-on dire, en faisant abstraction de sa consistance, à vrai dire purement métaphorique, pourrait être vue comme le produit par excellence de l'expérience et de la production collective de Coppet. En tant que telle, elle se trouvera d'ailleurs, pour ainsi dire, couronnée a posteriori en 1824 par l'essai de Bonstetten « L'homme du Midi et l'homme du Nord ». Différenciation de l'espace, mais aussi partage des idées. Ce qui se révèle à l'examen des réalités géographiques, politiques et culturelles telles qu'elles sont représentées et pensées en systèmes complexes chez nos auteurs, apparaît tout pareillement quand il s'agit de sujets plus abstraits. Et puisqu'il est question ici d'écriture, parlons un peu de littérature. On pourrait ainsi relever la grande proximité de pensée qui rattache plusieurs productions au traité stalien de la littérature. Par exemple, le grand ouvrage de Sismondi, De la littérature du Midi de l'Europe, paru en 1809, dont le titre sonne comme une variation spécifiée dans la géographie de l'approche générale élaborée par Germaine de Staël en 1800. Ou encore, moins connu, ce projet d'ouvrage sur la littérature dans ses rapports avec la liberté que Benjamin Constant échafaude vers 1805. Dans les notes de cet ouvrage, on trouve l'écho des réflexions qu'il avait déjà développées sur les conditionnements politiques de l'activité des écrivains dans sa brochure de 1797, Des réactions politiques. Réflexion que Germaine de Staël avait prolongée l'année suivante, donc en 1798, dans le chapitre Des écrivains de l'ouvrage non publié que j'ai évoqué au début de ces propos, Des circonstances actuelles. Ce projet de livre sur la littérature, Constant le réactivera en 1817 pour un article qu'il publiera dans le Mercure de France sous le titre « De la littérature dans ses rapports avec la liberté ». C'est une formule dont on reconnaît facilement l'origine, puisqu'elle avait été utilisée par Germaine de Staël comme titre à l'un des paragraphes du discours préliminaire du traité de la littérature. Quand on ajoutera encore que Constant a repris ce même article
dans son recueil des mélanges de littérature et de politique publié en 1829, on peut se faire une idée claire non seulement de la proximité de pensée et de formulation qui rapproche les textes des amis de Coppet, mais aussi de la durabilité de ces discours, qui semblent ne rien perdre de leur actualité depuis le Directoire jusqu'à la fin de la Restauration, et même, sur certains points tout au moins, jusqu'à nos jours. Autour de concepts phares de Coppet tels que la perfectibilité, la liberté ou le contrôle du pouvoir, il serait facile de constituer de semblables séries de textes qui s'enchaînent, se répondent, se complètent, s'enrichissent mutuellement, comme les traces manifestes d'un co-penser et d'un co-écrire. Mais il convient tout de même de rester prudent, car on pourrait tomber aussi dans des simplifications dommageables pour la spécificité des individus dans ce groupe, qui s'est justement tant soucié de la sphère individuelle et de la liberté des individus. On pourrait également tomber dans le travers de collectivisation inappropriée, comme dans le cas de l'immense enquête anthropologique de Benjamin Constant sur la religion. Cette enquête et l'ouvrage monumental qui en est résulté, on pourrait être tenté de les voir comme la réunion ordonnée et raisonnée de fulgurances qu'on trouve fragmentaires et éparpillées dans toute l'œuvre de Germaine de Staël et dans sa correspondance. Alors qu'en fait, elle résulte principalement, donc cette enquête de Constant, de la fréquentation assidue par Constant des historiens et des philosophes allemands comme Herder, Kreutzer ou Schleiermacher. Même sans prétendre à l'exhaustivité, il faudrait encore, pour compléter ce tableau, parler du théâtre et de la correspondance, ces activités intensément pratiquées autour de Germaine de Staël, et qui sont aussi, par leur essence même, des pratiques littéraires partagées, sinon collectives. Il faudrait parler aussi des romans, de Necker, de Staël, de Constant, de Sismondi, qui offrent une série de variations sur un thème semblable, les embarras tragiques de l'individu confronté à sa propre fragilité et contraint par la rigueur implacable des convenances sociales. Mais je laisse tout cela de côté, à regret, car je voudrais encore réserver un peu du temps imparti pour aborder, plus brièvement, rassurez-vous, le deuxième volet de mon propos tel que je l'annonçais tout à l'heure. Il s'agirait de se poser la question de savoir dans quelle mesure le statut d'écriture collective associé aux productions de Coppet serait renforcé ou peut-être affaibli par nos présupposés de lectrices et de lecteurs, par les opérations éditoriales qui se sont succédées, par les méthodes et les points de vue que nous adoptons en tant qu'historiens et critiques de la littérature. La question pourrait être formulée ainsi: l'écriture collective à Coppet ne serait-elle pas, pour une part, une réalité construite? J'ai annoncé 3 points: les présupposés, les opérations éditoriales et les opérations intellectuelles de la critique et des historiens de la littérature. Commençons donc par les présupposés. Les présupposés qui nous guettent et même qui nous habitent, qu'on y consente ou non, tiennent pour une part à une question d'image. Dès les origines, et notamment du fait de la stratification du groupe en 3 générations, l'image de ces protagonistes nous a été léguée sous le régime de la louange. On connaît bien le fameux texte que Germaine de Staël a consacré à son père, en guise de préface à l'édition qu'elle a préparée des manuscrits de M. Necker, publiés par sa fille en 1804. C'est un texte majeur,
parfaite réussite dans le genre rhétorique de l'éloge, rehaussée par l'engagement émotionnel total d'une fille effondrée après la mort d'un père profondément aimé. Mais c'est un autre texte que j'aimerais évoquer. Un texte demeuré inédit jusqu'en 2012. Il s'agit d'une lettre que Benjamin Constant voulait faire publier dans la Revue de Paris en 1829 pour défendre la réputation de Necker et de sa fille qui avait été égratignée dans un livre récemment paru. Cette lettre n'a jamais été envoyée, mais peu importe. Dans son texte, Constant commence par établir un portrait croisé de Necker et de Napoléon, les vertus de l'un révélant les vices de l'autre. Le génie de Necker est paisible, consciencieux, désintéressé, pur de toute arrière-pensée. Il considérait la liberté comme le droit et le patrimoine de l'espèce humaine. Il jugeait ses semblables d'après lui-même, pensait les conduire par l'amour du bien et le sentiment de la justice. Il appelait à son aide l'enthousiasme. Necker est un homme qui respecte et qui aime ses semblables, un homme du partage et un homme du don. Plus loin dans la lettre, Constant reviendra à la fille pour souligner avant tout son courage, son altruisme et sa générosité. C'est aussi ce que dira à son sujet Sismondi lorsqu'il apprendra la mort de cet ami si rare. « Je lui dois prodigieusement, elle m'a créé en quelque sorte, en éveillant toutes mes pensées, en me donnant le désir et l'avant-goût de la célébrité, en m'apprenant ma langue et les raffinements d'une société que je n'ai commencé à voir que par elle, en me sortant des habitudes étroites de l'esprit des petites villes. » Tous les membres du groupe n'ont peut-être pas été célébrés pour ces mêmes qualités, propices au partage et au vivre ensemble, comme le peu empathique Constant ou l'ombrageux Schlegel, par exemple. Mais tous, ils sont restés fidèles à la mémoire de leurs amis qui ont incarné ces qualités. Ils ont même établi et fixé cette mémoire en nous léguant du même coup une image consolidée du groupe de Coppet en tant que groupe. Les éditions. Peu après le décès de Suzanne Necker, son mari s'est occupé d'éditer ses écrits en les sélectionnant, les ordonnant, les commentant. Il en a fait une œuvre. Immédiatement après la mort de son père, Germaine de Staël, nous l'avons vu, a fait pareillement avec les écrits de celui-ci qui étaient restés inédits. Auguste de Staël a rendu de son côté le même service à sa mère en publiant, après la mort de celle-ci, les fameuses œuvres complètes de la baronne de Staël-Holstein, qui ne sont vraiment complètes que de nom, puisque des choix ont été faits, des omissions commises, des aménagements divers opérés dans les textes. Et d'ailleurs, Auguste de Staël fera exactement en même temps la même chose avec les œuvres de son grand-père Necker. Après le décès de Benjamin Constant, sa veuve a voulu lui rendre un ultime hommage en faisant éditer un travail encore non publié, l'ouvrage du polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne. L'élaboration de cet ouvrage a été assurée sur la base des chutes des manuscrits du grand ouvrage de la religion par l'ami toulousain de Constant, l'avocat et publiciste Jean-Pierre Pagès. Dans tous ces cas, il est permis d'affirmer que les éditeurs peuvent être considérés à un certain degré comme les co-auteurs des textes publiés. Sans leur intervention, ces livres n'auraient tout simplement pas existé, ou en tout cas pas existé de la même façon. Les relations d'intimité qui les liaient à l'auteur premier ou première de ces textes
légitimaient grandement leur action, mais on peut dire aussi que ces relations facilitent sans doute pour nous l'intégration de ces gestes d'édition et d'hommage à la notion d'écriture collective s'agissant de Coppée. Pourtant, il faut voir aussi que le travail d'édition peut avoir des effets inverses pour ce qui regarde la question de l'écriture collective. En publiant des textes d'un seul auteur en livres isolés, en recueil ou en série, on singularise cet auteur. On le sépare d'une communauté d'écrivains, qu'on la considère en général comme celle de tous les auteurs, ou comme un cercle particulier qui aurait eu une part plus ou moins importante dans l'élaboration des œuvres. Un groupe, par exemple le groupe de Coppée. Il n'y a guère que les éditions de correspondance croisées qui permettent d'échapper partiellement à cet effet. Nous sommes assez bien placés, nous autres aujourd'hui, qui sommes engagés dans des entreprises d'édition savante des œuvres des auteurs de ce groupe, pour savoir à quel point éditer peut nous entraîner à découpler les textes de l'environnement dans lequel ils ont surgi, ou en tout cas à créer des effets de sens qui peuvent ne pas avoir de rapport étroit avec la réalité et les enjeux discursifs originels. Je ne donnerai qu'un seul exemple, il est vrai un peu particulier, mais révélateur de ce que je voudrais dire. Il s'agit des nombreux discours prononcés par Benjamin Constant, d'abord au tribunat, puis à la Chambre des députés. Quand on les édite, ces discours, on crée une série portée par une voix unique, série très impressionnante qui met en valeur la qualité du soliste, alors qu'ils ont été, ces discours, produits dans un contexte de polyphonie, en réponse ou en combinaison avec d'autres discours, dans un Parlement qu'il ne serait pas exagéré, malgré les antagonismes parfois très violents qui le secouent, de considérer comme l'auteur collectif d'une grande œuvre oratoire. Enfin, regardons ce que fait l'historiographie. Plus on les pratique et plus on les regarde de près, ces textes de Coppée, plus ils nous révèlent à la fois l'évidence d'une inspiration collective et la complexité problématique de la notion d'écriture collective. Pourquoi problématique? Parce que tout, dans notre éducation littéraire, dans le paysage social de la littérature, dans les pratiques commerciales qui la concernent, dans l'image dominante de l'écrivain qui s'impose presque exclusivement au singulier, tout est propre à nous rendre étrangères et partiellement illisibles les manifestations d'une production littéraire partagée. Ces choses ont tendance à changer dans l'activité littéraire tout à fait contemporaine, notamment avec les développements de la littérature numérique, mais si l'on s'en tient à la perspective historique que nous inspirent ces lieux et les œuvres qu'on y a produites, on peut aussi faire observer que la tradition historiographique et scolaire favorise le traitement particulier de ce Zwischenzeit, de cette période sans nom, comme on a pu aussi l'appeler, de ce temps de transition. Entre Laclos et Stendhal, des générations d'historiens de la littérature n'ont pas su ou pas pu ou pas voulu voir émerger des grands noms. Sade faisait peur et Chateaubriand n'avait pas encore, en 1815, édifié son propre monument. On a conclu alors à l'indéterminé, voire à la médiocrité créative prétendument caractéristique de cette époque, visiblement trop agitée pour inspirer de ces auteurs majuscules dont on a besoin pour jalonner la chronologie dans les manuels. Entre-temps, se sont développés les travaux sur les idéologues et sur le groupe de Coppée. Deux collectifs commodes
qui trouvent facilement leur place dans ce créneau temporel bizarre. Et les fruits de la recherche de ces dernières décennies, où l'on a révisé fondamentalement les anciennes idées reçues sur cette époque, ont révélé que ces deux groupes étaient entourés d'un bon nombre d'écrivains prospectifs, audacieux, souvent visionnaires. Mais il reste en quelque sorte établi que les groupes sont à leur place à ce tournant du siècle, ou peut-être même qu'ils pourraient en être un signe distinctif. Il y a donc quelque chose de confortable aujourd'hui à travailler sur ce groupe de Coppet. Une dizaine de chapitres ou d'ouvrages de synthèse proposent au public et aux étudiants des présentations générales de ce groupe. 11 colloques de Coppet se sont succédés depuis une grosse cinquantaine d'années. Le 12e est en préparation. Cette série de colloques, qui ont tous donné lieu à d'importantes publications collectives, ont confirmé définitivement la légitimité de l'objet groupe de Coppet dans l'histoire des idées, mais ils ont aussi réuni des forces et des talents, constitué un réseau quasiment planétaire où se sont rencontrées les générations, les traditions méthodologiques, les points de vue. Selon le mot qu'aimait répéter Simone Balayer, qui a tant fait pour consolider ce réseau, la recherche a généré un groupe d'amis travaillant sur un groupe d'amis. L'expression est fort juste, et si vous me permettez une confidence personnelle, je dois dire que c'est dans ce groupe que j'ai senti le plus sûrement la valeur et la pertinence de mon travail. Tout cela, surtout si l'on laisse s'épancher le sentimentalisme dans lequel je tomberais fatalement si je poursuivais sur le même ton, tout cela pourrait facilement tromper notre vigilance critique en acceptant pour vérités établies des notions qui méritent examen. C'est le cas pour cette écriture collective, qui ne s'affirme pas à Coppet sans nous interroger, et qui confirme par l'exemple toute la complexité de la question théorique de l'auctorialité. J'espère que je vous en aurai convaincu. Merci de votre attention.